mon ami David. Le vidéoclub, c'était ton sanctuaire à l'époque? Ouh là là, oui. Alors là, tu es en train de parler, oui, des années qui sont parmi les plus chères de mon existence. Oui, c'était un sanctuaire qu'on partageait avec quelques amis. Et on y a passé des heures et des heures, hein, et là je te parle d'une époque très lointaine, puisqu'on était au milieu des années 80, au mi-temps des années 80 très précisément, hein, on est en 85, 84, je suis dans ma petite ville de province de Beaune, en Bourgogne, en Côte d'Or, et le sanctuaire s'appelle donc le Palais de la Vidéo, c'était le nom du vidéoclub dans lequel on allait pêcher tous les films qu'on pouvait trouver. Et donc, oui, c'est un véritable sanctuaire, un lieu sacré au sens propre, puisque, je te dis, c'est là qu'on a passé la majeure partie de notre temps afin d'aller pêcher les films. Tes premières émotions en vidéo? Je veux dire, bon alors attention, hein, évidemment le cinéma, je suis allé aussi au cinéma avant, bien sûr, hein, j'ai vu aussi des films à la télévision, hein, qui était un mode de consommation, qui était encore un mode de consommation relativement important à l'époque, hein, moins maintenant. Mais c'est le vidéoclub qui m'a forgé, quoi, qui a forgé ma cinéphilie, ma fantasticophilie, ma bisophilie. C'est le vidéoclub qui l'a forgé. Ouais. Ta première vidéo? Est-ce que tu te souviens? Alors, l'un des premiers films que j'ai loué, l'un des premiers films qui a été loué par mes parents en tout cas, et que j'ai eu le droit de regarder, tu vois, à l'époque, ça devait être L'Exorciste. Il y a eu L'Exorciste qui m'a vraiment marqué au niveau location. Sinon, je peux te parler de ma première VHS achetée, qu'on m'a achetée, que j'ai eu en main propre si tu veux, qui était à moi, c'était Mad Max 1. Le premier Mad Max de George Miller, tu vois, voilà, et là où ça a été vraiment, si tu veux, c'est un truc que je mettais en exposition déjà, tu vois, chez moi, hein, dans ma chambre. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 15 ans, quoi, 15 ans, hein, c'était les années, j'étais en troisième seconde, tu vois, voilà, passage collège-lycée, quoi, hein, et c'est là véritablement que ma cinéphilie a explosé. Véritablement. Comment ça se passait au vidéoclub? C'est tes parents qui prenaient la cassette ou c'était toi? Alors au départ, si tu veux, il y a mes parents, effectivement, et puis ensuite, c'était moi, quoi. Tu vois, j'avais une espèce de compte. Alors c'était un peu, aujourd'hui ça paraît de la préhistoire, hein, mais bon, il y a le vidéoclub dans lequel on allait, n'était pas informatisé, hein, et donc si tu veux, chaque film que tu louais était noté sur un petit carton. Tu vois, une petite fiche à ton nom, hein, et j'ai récupéré d'ailleurs ces fiches, je les ai récupérées, voilà, je les avais demandées après, pour savoir tous les films que j'avais vus, quoi, hein, pour avoir une espèce de liste des films que j'avais pu louer, voilà, en mon nom. Et anecdote, hein, au bout d'un moment, ceux qui tenaient le vidéoclub, les propriétaires me connaissaient très très bien, parce que j'y passais des heures et des heures, et ils me faisaient crédit. Parce que j'avais pas énormément d'argent, évidemment, c'était de l'argent de poche, et il me faisait crédit. Et parfois, je me retrouvais avec des notes. Alors à l'époque, hein, ça parlera peut-être plus trop aux gens qui nous écoutent, mais à l'époque, j'avais des notes parfois de 150 francs, parce que j'avais loué quantité de films et je pouvais pas avancer l'argent. Et donc, fallait que je règle au bout d'un moment, la facture, quoi, que j'avais sur le dos. Donc voilà, il me connaissait tellement bien qu'il me faisait confiance et donc il me louait des films sans que je les paye sur le coup. Voilà. Et comment ça se passait alors avec tes parents pour payer les 7 notes? J'économisais, je remboursais, la facture que j'avais en plusieurs fois, en quelque sorte, tu vois. Il me faisait des espèces de mensualité, si j'ose dire. Et donc, j'arrivais comme ça à rembourser au fil du temps. Mais c'était pas facile, ouais. D'autant que je louais. Là, ça me rappelle des souvenirs fous, quoi. Parfois, je louais des films, en cachette de mes parents, hein, pour les regarder le soir en cachette. On avait la chance de vivre dans un appartement assez grand, donc à Beaune, en Côte d'Or. Et donc le soir, je me relevais la nuit pour aller regarder les films que j'avais loués. J'allais me coucher sur la pointe des pieds à pas de loup. Hein, et donc voilà, ma cinéphilie s'est construite également comme ça, un petit peu en cachette de mes parents. Alors pas pour des raisons, si tu veux, ouais, c'est des films d'horreur, c'est pas bien. Il y a des femmes nues, c'est pas bien. Non, mes parents étaient relativement cool à ce niveau-là. C'est tout bêtement parce que le lendemain, j'avais cours. Je devais aller au collège ou au lycée. Et donc, il s'agissait pas de se coucher trop tard. Mais je bravais l'interdit parental, évidemment, pour le cinéma.
Et ça a été tout de suite le cinéma fantastique bis. Ouais. Je suis rentré, on peut dire que je suis rentré en cinéphilie, entre guillemets, si tu veux, hein, si on veut utiliser des grands mots. Je suis entré en cinéma par l'intermédiaire du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique. Ça, c'est clair. Hein, bon, alors, je passe outre, si tu veux, ma découverte du cinéma au sens large, comment dire, par l'intermédiaire de Star Wars, hein, bon, d'un Nouvel Espoir que j'ai eu la chance de voir en salle à l'époque, hein, en 1977, si je me trompe pas, à Lons-le-Saunier, bon, dans un petit cinéma, et voilà. Alors Star Wars, ça a été le choc le choc matriciel, si j'ose dire. Et puis ensuite, ma cinéphilie plus bis, ma cinéphilie fantastique et horrifique, elle s'est construite, oui, avec les vidéoclubs, et c'est effectivement par ce genre que je suis rentré dans le cinéma bis, l'horreur et le fantastique. Ouais. Et les films fondateurs, donc Star Wars, Mad Max. Star Wars, Mad Max, alors un peu plus tard, il y a eu, enfin un peu plus tard, oui, un petit peu plus tard, me semble-t-il, si je remets ça un petit peu dans l'ordre, il y a eu Suspiria de Dario Argento. Alors là, pour le coup, bon, ça a été un choc phénoménal, quoi. Je me rappelle qu'on avait loué ça un après-midi avec un ami, hein, et d'ailleurs c'est toujours son film préféré, comme le mien d'ailleurs. Voilà, c'est resté, on est en 86 je crois, hein, tu vois, 86, 87. Bon, et on avait loué ça un après-midi avec une copine, hein, qui elle-même d'ailleurs sur le coup ne s'en était pas remis parce qu'elle avait trouvé ça terrifiant, abominable. Bon, et ça, voilà, Suspiria était un choc. New York 1997 également, de Carpenter. Ça a été un choc énorme. Et je m'étais même payé la VHS après, tu vois. Et donc, oui, il y a eu New York, il y a eu Suspiria, je te parle vraiment des gros chocs, hein. Il y a eu le Caligula de Tinto Brass aussi, le Caligula de Tinto Brass qui a été aussi un choc énorme, hein, en version intégrale en plus. Enfin bon, imagine un peu sur un adolescent ce que ça peut faire. Je te fais pas de dessin. Bon, ça a été vu en cachette des parents, tu vois. Enfin bon, voilà, tu vois, il y a eu comme ça l'Enfer des zombies également, qui a été un choc. Ténèbres également de Dario Argento, je me rappelle. Ça c'est pareil. Enfin bref, tu vois, bon, tous les films qui m'ont construit, quoi, et qui sont en fait. Et je m'aperçois que c'est là que l'adolescence, c'est vraiment l'âge le plus important de la vie, à mon avis, parce que finalement, j'en suis resté là. Oui. Tu vois, j'en suis resté là. Alors évidemment, ça s'est enrichi, évidemment, avec le temps, mais finalement, on apprend... Enfin, l'adolescence, c'est vraiment l'âge où comment dire, qui va rester, quoi, où on apprend ce qui va rester, quoi, tu vois, où on prend les choses et finalement, elles te construisent pour la suite de ta vie, me semble-t-il. C'est un peu banal, hein, mais je pense pour le coup que c'est vrai, quoi, et c'est l'expérience que moi j'ai vécue. Alors, tu racontes un peu cette période dans ton livre Ripley. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire une sorte de autobiographie, mais jeune quand même, hein? Oui, alors écoute, c'est vrai. Ça a été, alors Ripley, si tu veux, c'est venu avec l'arrêt du fanzine que j'avais, donc qui s'appelle Vidéotopsie. Et il me semblait qu'il fallait tourner une page. Tu vois, j'ai arrêté le fanzine, on est en 2018 si je me trompe pas. Et Ripley est sorti également en 2018, tu vois, au moment du dernier numéro de mon fanzine. Si je me trompe pas dans les dates, hein, j'ai pas tellement la mémoire des dates. Bon, et donc il me semblait qu'il était il était temps de faire une espèce de bilan, de dresser un bilan, si tu veux, de toutes ces années-là, tu vois, hein, des années 80 jusqu'à 2018. Et ça m'a motivé. Et puis je suis quelqu'un d'assez pessimiste, si tu veux, donc on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, tu vois, dans l'existence. Et donc je sentais tous ces souvenirs, tu vois, qui bouillonnaient à l'intérieur de moi. Et donc je me suis dit, autant les coucher par écrit maintenant. Tant qu'il en est temps, tant que j'ai encore la mémoire, tant que j'en ai encore les capacités intellectuelles et les capacités physiques même, tu vois. Et donc, il était temps de dresser une espèce de bilan. Bon, j'ai eu aussi un décès dans ma famille qui m'avait pas mal marqué, tu vois. Et donc, voilà, c'est sûrement des éléments comme ça, une myriade d'événements, une myriade d'éléments qui m'ont poussé à écrire Ripley, à vouloir coucher par écrit mes expériences cinématographiques. Ouais, et on t'y sent nostalgique dans ce livre. Ah oui, non mais moi je suis quelqu'un de nostalgique, hein, et je le dis haut et fort. Pour moi la nostalgie c'est pas un crime, c'est comme ça d'ailleurs je crois que s'ouvre Ripley, tu vois. Bon, il n'y a pas du tout, moi la nostalgie, le sentiment de nostalgie, je ne le criminalise pas. On peut me dire que c'est réactionnaire, conservateur, tout ce que tu veux, je m'en fous, là pour le coup, tu vois. Voilà, oui, pour certaines choses, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'était peut-être mieux avant. Voilà.
tu vois. Et donc, oui, je suis nostalgique de cette période. Et puis on est toujours un peu nostalgique de sa jeunesse. Voilà, hein, tout bêtement. Donc, oui, j'y suis nostalgique, oui. Pour beaucoup de choses, je suis nostalgique. Notamment en matière cinématographique, en matière de découverte cinématographique. Voilà. Ouais. Et le support pour toi est toujours important? Parce que on voit ici dans ton entre, il y a beaucoup de VHS. Ouais. Il y a la nostalgie du support aussi ou... Alors là, je suis un peu plus... c'est partagé. J'ai un sentiment assez partagé sur le sujet, tu vois. Les VHS que tu vois ici, si tu veux, sont plutôt, bon, comment dire, c'est des objets presque décoratifs, hein, tu vois. Hein, je préfère regarder un DVD ou un Blu-ray, si tu veux, qu'une VHS, hein, si j'ai le choix. On va pas non plus se mentir, c'est clair. Hein, mais si tu veux, la VHS, c'est lié à des souvenirs, en fait. On parle de nostalgie, c'est lié à des souvenirs. Moi, toutes les VHS que j'ai ici, je peux te dire à peu près. Pour toutes, à peu près, où est-ce que je les ai chopées? Tu vois, dans quel vidéoclub j'ai réussi à les harponner? Le moment où j'ai découvert le film, tu vois, comment dire, le lieu où j'ai réussi à l'acheter, bref, tu vois, donc tout est lié comme ça à des lieux. Les VHS que j'ai ici en exposition sont liés à des lieux, sont liés aussi à des émotions. Tel film, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Et donc, quand je rentre dans cet antre, comme tu disais, bah voilà, c'est tout un passé qui ressurgit, tu vois, à ma mémoire. C'est tout un passé qui ressurgit au présent. Et comme je suis quelqu'un de plutôt nostalgique, comme tu le soulignais, bon bah écoute, je me sens bien ici avec cet environnement, si tu veux, un peu vieillot peut-être, un peu dépassé, un peu suranné, obsolète. Mais moi, ça me plaît, quoi. Voilà, tu vois. Mais je ne suis pas du tout con. Enfin, je veux dire, moi j'ai des Blu-ray, j'ai des DVD, je vis aussi avec mon temps, évidemment. C'est une accumulation de Madeleine de Proust alors un peu? C'est ça, tout à fait, c'est une espèce de mémoire affective, tu vois, qui ressurgit comme ça à la vision de mes VHS. Puis il m'arrive tout de même de regarder encore des films en VHS, même si ça peut paraître surprenant, même si ça peut paraître incroyable, pour des films qui sont relativement rares, qui sont pas forcément sortis sur les supports d'aujourd'hui, que j'ai pas envie d'aller chercher. J'ai pas envie de passer des heures sur internet à aller chercher où est-ce que je peux le voir, où est-ce que je peux le télécharger. J'ai la VHS, je le regarde en VHS, voilà. Hein, même si ça peut effectivement surprendre, et même si effectivement, la qualité d'image, on a vu bien mieux aujourd'hui. Ça pique un peu les yeux. C'est sûr. Non, mais ça j'en conviens parfaitement. Tu as donc été dans les vidéoclubs, tu as pris des films avec des superbes jaquettes qu'il y avait à l'époque. Quelles ont été tes déceptions? Mes déceptions. La jaquette. Oh là là. Alors là, oui. Là, je vais t'en parler. Alors là, oui. Ah oui. Bah là, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup. Parce que les jaquettes étaient très vendeuses, étaient particulièrement bien vues, quoi, d'un point de vue promotionnel. Très belle généralement, hein. Et il me vient à l'esprit, si j'ai un film à citer, alors là ça a été une déception. Oui, bien sûr. Mais il y en a un qui me vient à l'esprit particulièrement, c'est le Flagellation de Pete Walker, qui était sorti sous le titre, me semble-t-il, c'était Mutilator. Tu vois, dans une maison d'édition VHS qui a été très éphémère, visiblement. Et la jaquette était signée, me semble-t-il, Melky. La jaquette était signée Melky. T'avais en premier plan une espèce de zombie, me semble-t-il, dans une espèce de couloir, un truc qui nous avait attiré évidemment avec le camarade avec qui on louait beaucoup de films. On s'attendait à un film de zombies, quoi. On s'attendait à un film de monstres, un film qui allait saigner, etc. On emboîte le film, Flagellation de Pete Walker, film que pour le coup maintenant j'adore évidemment, House of Whipcord, qui est sorti dernièrement il y a un moment chez Artus. Mais sur le coup, waouh, cette déception, mais quelle déception! On s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à des monstres, à des zombies, à des zombies anthropophages pour le coup. Et on atterrit dans un film, en huis clos, avec une ambiance très lourde, un rythme relativement lent, un univers claustral, quoi. Enfin bref. Voilà, là ça a été une très très grosse déception. Mais il y en a eu plein d'autres. Si des jaquettes par exemple, oui, tiens, là, je vois vaguement dans mon décor un film qui est titré Paranoia, tu vois, qui était sorti chez Ciné Loisirs, avec un superbe dessin horrifique et tout. Puis à la fin, t'aboutis à une espèce de giallo un peu lent, un peu long, tu vois. Voilà. Donc oui, il y en a eu beaucoup. Mais celle de Flagellation m'a particulièrement marqué.
Et tu achètes encore des VHS de temps en temps? Quelquefois, quelquefois, mais alors bon, c'est vraiment parce que c'est des réalisateurs qui me plaisent. C'est vraiment parce que c'est des films un peu cultes. Bon, il y a assez peu de temps, tu vois, je me suis racheté un film de guerre d'Umberto Lenzi, par exemple, en VHS. Mais c'est parce que c'est Umberto Lenzi. Tu vois, bon voilà, le film je peux le voir autrement, hein, je peux le voir sur un support bien meilleur, je peux le voir en qualité bien supérieure, mais bon, si le film n'est pas trop cher, si le film, tu vois, est signé d'un réalisateur qui me tient à cœur, j'en achète encore, ouais, ça peut m'arriver. Si, bien sûr, hein, dernièrement j'ai acheté aussi des Amando de Osorio. Tu vois, Malenka la vampire, j'ai acheté aussi La Révolte des morts vivants, je crois, c'est le premier, tu vois. Voilà, je l'ai racheté en VHS, tu vois, parce que c'est Amando de Osorio, quoi. Voilà. Bon, c'est plus comme ça voilà, sur des noms, tu vois. Et ensuite, ces VHS là, les films, je peux les voir autrement, comme je le disais. Je vais les mettre en exposition, tu vois. Je vais la passer une fois dans mon magnétoscope, mais bon, voilà, hein, c'est plus par fétichisme pour le coup. Et tes labels cultes? Il y en a eu quand même, il y a des labels qui fait rêver. Oui, il y a VIP, bien sûr, VIP, là, tu vois, alors là, ça a été, bon, il y en avait tellement, tu vois, mon VIP, alors grâce à, enfin, il y a tellement de films là, lesquels je pourrais te citer, je crois que l'Antéchrist était sorti chez VIP, tu vois, bon, voilà, des découvertes phénoménales. René Château, évidemment, tu vois, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, ça, je pense que ça a marqué tout le monde, bien évidemment. Alors, dans un registre plus, comment dire, plus confidentiel, on va dire, quoique à l'époque, hein, les productions du Tigre, tu vois, bon, avec Virus Cannibal notamment, avec l'Abîme des morts vivants, je crois, qui était sorti aussi aux productions du Tigre, hein, voilà, l'Abîme des morts vivants de Jess Franco, hein, bon voilà. Oui, donc les productions du Tigre, MPM également, tu vois, bon, je me rappelle de la cassette MPM Carnage, qui en fait couvre, alors c'est pas le Carnage de Tony Mellam, hein, c'est le Carnage, en fait c'est la terreur des zombies, tu sais, voilà, la terreur des zombies holocauste. Ah oui, Zombie Holocaust, voilà, de Martinelli, Hollywood Vidéo, Hollywood Vidéo. Alors là, ouais, tu vois, là vraiment c'est pareil, quoi, Creepshow, Rambo, je crois aussi, tu vois, me semble-t-il. Voilà, donc ouais, La dernière maison sur la gauche, tu vois. Donc ouais, Hollywood Vidéo, ouais. Et tu lisais Vidéo 7, Téléciné Vidéo? Oui, alors Vidéo 7. Ouais. Vidéo 7. On avait c'était soit l'un soit l'autre à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Vidéo 7, notamment pour le cahier, pour le cahier final qu'il fallait découper, voilà, tu vois, ça c'est clair. Oui, je me rappelle même que Vidéo 7 faisait des numéros spéciaux cinéma fantastique. Hein, il y avait des numéros spéciaux. Alors je l'achetais pas forcément tout le temps, tu vois. Hein, bon, fallait que le sommaire me plaise, hein. Mais ouais, Vidéo 7. Mais à l'époque, si tu veux, la presse cinématographique ou vidéophile, on va dire, ouais, moi c'était surtout Mad Movies, quoi. Hein, tu vois, Mad Movies, vraiment, quoi, tu vois. L'écran fantastique, mais surtout Mad Movies. Ouais. Voilà, avec leur rubrique vidéo, hein, voilà, leur critique de films qui sortaient en vidéo. Et ça, c'était vraiment pour moi un guide. Ah ouais. Tu possèdes beaucoup de cassettes encore? J'en possède, alors je m'en suis débarrassé de beaucoup, bien sûr, tu vois, pour les films les plus communs, pour les collections les plus communes. J'ai essayé de garder, si tu veux, les films un peu rares, les films qui me tenaient à cœur. Tous mes giallo, par exemple, tu vois, je les ai gardés. Bon, ils sont en exposition là derrière vous. Ouais, combien j'en ai? J'en ai peut-être 500, 600 encore. Ah, quand même, hein. Ouais, 500, 600. T'en gardes certains aussi pour les pochettes aussi, peut-être. Pour les jaquettes, mais surtout, si tu veux, pour le réalisateur, tu vois. Pour le genre auquel appartient le film, tu vois, par exemple, là, mes giallo, bon, voilà. Alors, par exemple, si je trouve un giallo en VHS, tu vois, même si je l'ai en DVD, en Blu-ray, chez Arrow, chez je sais pas qui, tu vois, je vais me l'acheter en VHS. Ça, c'est sûr, tu vois. Voilà. Ouais, parce que c'est par fétichisme, hein, c'est par collectionnite, en quelque sorte, hein. Mais ouais, je suis encore attaché à ça, ouais.